Merci messieurs. Et deuxième table ronde, j'invite à me rejoindre pendant que j'énonce leur nom. Sandrine Chinzy, Jean Ben Saïd, Kian Gafta, vous restez avec nous. Florent Janssen, Valérie Vesque-Janca, Sandra Lagumina et à distance avec nous, Jean-Louis Chauzy. Bonjour mesdames, merci, asseyez-vous où vous le souhaitez. Madame Vesque-Janca, Sandra Lagumina, voilà. C'est très bien comme ça et merci d'être avec nous aujourd'hui et de bien vouloir échanger sur... on a déjà un peu parlé de l'avenir, mais là, on va vraiment s'attacher à voir comment les choses pourraient évoluer dans les années à venir. Je voudrais commencer avec vous, Jean Ben Saïd. Vous dirigez la mission d'appui au financement des infrastructures à Bercy. Et je voudrais un peu avoir votre opinion sur la poursuite de ces coopérations publiques-privées. Comment vous les envisagez? On a vu aujourd'hui le bilan qui est globalement parvenir au terme qui était employé à propos de l'Union soviétique et de ses satellites. C'est un bilan globalement positif. Comment vous voyez la suite sur notamment les grands projets, puisque c'est ceux-là qui vous occupent le plus particulièrement? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, Fininfra, c'est un organisme de conseil pour les entités publiques sur notamment le montage des projets d'infrastructure, à la fois du point de vue juridique et du point de vue financier. Et donc, nous sommes amenés, de par la loi, d'abord à conseiller, à émettre un avis sur les projets de partenariat public-privé, puisque tous les projets de marché de partenariat requièrent une étude préalable du mode de réalisation qui elle-même fait l'objet d'un avis obligatoire de Fininfra. Donc on est un point de passage obligé pour tous les projets de PPP. Et par ailleurs, on exerce un rôle de conseil plus général pour les entités publiques, que ce soit des ministères, des établissements publics ou des collectivités locales. Et de ce point de vue-là, évidemment, on s'intéresse de près au secteur ferroviaire, mais pas seulement aux grands projets, puisque justement les projets d'ouverture et de transfert de la gestion des infrastructures aux collectivités dans le cadre de ce qu'on appelle les petites lignes font l'objet aussi d'une attention particulière des pouvoirs publics. Et nous sommes, par exemple, amenés à travailler avec la région Grand Est aujourd'hui, qui a un projet de reprise des petites lignes. Donc, on le fait également. Alors, évidemment, on travaille aussi sur les grands projets, notamment le projet Grand Paris Sud-Ouest, sur laquelle... C'est intéressant, Grand Paris Sud-Ouest. Grand projet Sud-Ouest. Grand projet Sud-Ouest, excusez-moi. Parce que là, il y a quelques jours, effectivement, il y a eu une adaptation du modèle du Grand Paris Express sur Bordeaux-Toulouse avec... voilà. Bravo pour le... On est aussi très impliqué dans la Société du Grand Paris, c'est peut-être pour ça. Voilà, donc Grand projet Sud-Ouest, pardon, est un sujet sur lequel on travaille aussi. Moi, je reviens un instant. Enfin, je pense qu'il y a deux facteurs qui vont peut-être un peu modifier cette question quelle place du partenariat public-privé au sens large dans les années à venir. Le premier, c'est la transition écologique, parce que la transition écologique entraîne un besoin supplémentaire de transport propre, et le transport ferroviaire en est un. Donc, il va y avoir quand même, je pense, un accroissement de la demande de transport ferroviaire, et donc, quelque part, une pression à moderniser notre réseau, peut-être à créer de nouvelles lignes ou au moins à transformer celles qui existent. Ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième, c'est l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire l'arrivée de nouveaux acteurs dans le service de transport va redonner, à mon avis, une valeur beaucoup plus grande au réseau d'infrastructures lui-même. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette valeur supplémentaire? Parce que, comme il a été dit dans la table ronde précédente, plus il y a d'acteurs dans le service de transport, et plus la mission du gestionnaire d'infrastructure est importante, notamment du point de vue de la gestion des tarifs, on en a parlé, mais aussi de la disponibilité du réseau pour faire émerger ces nouveaux acteurs.
Donc, et de ce point de vue-là, la question du partenariat public-privé, à mon avis, se pose dans des termes différents, va se poser dans des termes différents à cause de la transition écologique et à cause de l'ouverture à la concurrence. Est-ce que vous pourriez concrétiser? Ça veut dire que on va voir apparaître des mécanismes de taxes carbone, taxes écologiques qui vont favoriser ces grands projets? Alors ça il ne m'appartient pas de me prononcer là-dessus. Il est évident que pour favoriser les transports propres, il faut évidemment que les incitations, les signaux prix envoyés par le système économique favorisent évidemment la demande de transport propre. Et donc, effectivement, la taxe carbone, si elle est appliquée sur la route, en particulier, je pense en particulier au sujet du Lyon-Turin, par exemple, on voit bien que si on veut avoir un transfert massif de la route vers le rail, il ne faut pas seulement construire le tunnel Lyon-Turin et ses accès, il faut aussi réfléchir à l'économie des transports et donc au fait que le tarif de la route, les tarifs routiers pour les poids lourds, peut-être tiennent mieux compte, disons, des effets externes qu'ils exercent sur l'environnement. Donc, pour le dire pudiquement. En attendant, de façon plus concrète, parce que c'est vrai que ça prend du temps, on a rappelé tout à l'heure les problèmes de l'écotaxe. Vous avez sur votre bureau des dossiers à financer. Vous avez parlé tout à l'heure de GPSO, mais il y a aussi Montpellier vers Perpignan, la Côte d'Azur. Quels sont vos scénarios, vos hypothèses? On a vu qu'il est passé au Parlement il y a quelques jours le principe d'une taxe affectée pour GPSO, Bordeaux-Toulouse. Est-ce que, on a parlé tout à l'heure d'une captation de la rente immobilière, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelles sont vos hypothèses pour la suite? La première chose à dire, c'est qu'il faut séparer deux sujets, en fait. Il y a la question du financement, qui est celle qui est actuellement discutée et dont vous avez fait part avec la création de cette taxe, le dispositif global de financement entre l'État et les collectivités locales qui va être mis en place. Ça, c'est une première chose. La deuxième question, c'est une question plus opérationnelle, qui est de dire finalement, une fois qu'on a le financement, comment on réalise l'ouvrage ? Est-ce qu'on le fait en maîtrise d'ouvrage public? Est-ce qu'on le fait en partenariat public-privé? Et dans cette sous-catégorie, est-ce qu'on fait une concession comme on l'a fait sur SEA? Est-ce qu'on fait un marché de partenariat comme on l'a fait sur Bretagne Pays de Loire? Donc, pour l'instant, on est plutôt concentré sur la première partie. Ce qui veut dire qu'il arrivera un moment où il faudra se poser aussi la question de la maîtrise d'ouvrage. Et ça renvoie à des sujets qui ont été évoqués notamment dans la table ronde précédente, qui est de savoir si SNCF Réseau est capable, a le potentiel, a les ressources pour mener ce genre de projet aujourd'hui, compte tenu de ces autres contraintes. Et puis, ça dépend aussi de ce que l'on pense de l'allocation des risques lorsque l'on confie donc la maîtrise d'ouvrage d'une ligne comme ça à un opérateur privé par rapport à SNCF Réseau. Et de ce point de vue-là, tout ce qui peut permettre d'apprécier, de faire un retour d'expérience sur les lignes existantes qui ont été faites en PPP sera bienvenu. Alors, il y a eu en 2017 une étude de la Jiffy qui a donné quelques éléments. Moi, je pense qu'il faudrait renouveler cet exercice aujourd'hui pour dépassionner ce débat et avoir véritablement des données fiables sur la comparaison systématique de la maîtrise d'ouvrage public et de la maîtrise d'ouvrage privé, à la fois en termes de construction, mais aussi évidemment en termes d'exploitation, puisque maintenant on a un recul de plusieurs années, et je pense que ce serait absolument essentiel, avant même de faire ces grands choix sur des projets comme le GPSO ou d'autres. Donc, vous avez phasé votre méthode, d'abord le financement et ensuite le modèle, et on entendra tout à l'heure les différentes entreprises aborder cette question de partage des risques, qui est quand même, d'évaluation des risques, partage des risques, qui est quand même essentiel. Jean-Louis Chauzy, vous nous entendez? Je crois que vous êtes à Toulouse aujourd'hui. Je vous entends, oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Monsieur Chauzy. On abordait à l'instant
cette question de taxes affectées en faveur du Bordeaux-Toulouse. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment vous envisagez, vous, la société de projet telle que vous l'avez promue avec les élus occitans notamment et néo-aquitains? Quelle est votre vision des choses quant à l'élaboration du modèle sur GPSO? Alors, je voudrais rappeler que sur cette affaire, c'est un combat de plus de 25 ans que nous avons mené, mais prédécesseurs aussi, aux côtés des collectivités, dans l'équation de la région Midi-Pyrénées. Quand l'État a proposé aux collectivités de faire accéder les métropoles du Sud-Ouest à la LGV, ça s'appelle toujours GPSO, 3 phases, Tours-Bordeaux, Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax-Espagne. Et c'était la réponse à une proposition faite à l'occasion d'un SIAT par Michel Rocard en 1991, faire en sorte qu'après l'élargissement à l'Espagne et au Portugal, les grandes métropoles du Sud-Ouest aient accès à la LGV. Je rappelle que l'Europe a financé 50% des investissements par le fonds de cohésion pour mettre les grandes villes espagnoles en 2 fois 2 voies par l'autoroute et accès à la LGV, ce qu'elles ont réalisé. Et Tours-Bordeaux devait être suivi au 1er juillet 2017 du démarrage du chantier Bordeaux-Toulouse. Faute d'avoir mis ce que je vous dis par écrit, nous avons dû passer par un énième débat, sûrement le 15e depuis 25 ans, la loi d'orientation des mobilités. Et c'est effectivement l'association que je préside, Eurosud Team, qui, à l'occasion d'une conférence à Toulouse de portée nationale, où il y avait le numéro 1 de Méridiem, la BEI, la Caisse des dépôts, nous avons fait partager la référence au modèle Société de projet Grand Paris, et nous avons eu le feu vert du gouvernement, même ordonné par le chef de l'État, pour que Elisabeth Borne, en tant que ministre, porte dans la loi d'orientation sur les mobilités le recours à la société de projet pour porter la réalisation de Bordeaux-Toulouse. Sinon, nous aurions travaillé sur ce qui est notre histoire, le POLT, Paris, Orléans, Limoges, Toulouse. Mais on nous était expliqué que entre la géographie difficile et la démographie, ça prendrait un certain temps. Donc nous avons converti les grands élus, c'est l'exploit de notre conférence il y a 5 ans, les grands élus, c'est-à-dire les 2 régions, les 3 métropoles, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, et les départements concernés, de travailler sur le modèle société de projet. Et aujourd'hui, on a gagné par la LOM et par l'arbitrage du Premier ministre qui souhaite que la parole de l'État soit suivie des faits. Alors, le modèle financier, finalement, c'est la référence au modèle du Grand Paris, des taxes spéciales dédiées et un impôt de quelques euros qui concernera les populations desservies à hauteur d'1 heure par une gare TGV. C'est le travail qu'a en charge celui qui a été le premier président du Grand Paris Express, le préfet Étienne Guyot, qui a la charge de réunir les montages financiers pour les 2 régions. C'est fait pour l'Occitanie, qui va financer 72%, donc 2 tiers de l'investissement. Et c'est en cours de négociation plus difficile pour la Nouvelle-Aquitaine, puisque là, chacun fait un peu de surenchère. Je n'ose pas parler du maire de Bordeaux qui, lui, veut relancer les débats et qui, visiblement, s'est trompé de mairie en postulant pour la mairie de Bordeaux. S'il ne voulait rien faire, il ne fallait pas postuler pour la mairie de Bordeaux. Voilà, un peu de politique locale. Bref, on attend que les collectivités... Monsieur Chauzy, quelle est la suite sur la société de projet? Alors, effectivement, le financement n'est pas encore bouclé. Alors, il y a un calendrier très serré. Oui. Alors, chacun prendra ses responsabilités, la LGV se fera. Donc, il y a les réglages financiers que la Nouvelle-Aquitaine doit faire, l'Occitanie prenant 2 tiers de la charge d'investissement à sa charge. Et je rappelle que si nous sommes éligibles au fonds européen, c'est parce que nous avons obtenu du gouvernement d'Isabelle Borne le classement par l'Europe au titre des grandes interconnexions au niveau européen, la MIE, qui permettra à l'Europe de financer 20% de Bordeaux-Toulouse. Ça sera pareil pour la Nouvelle-Aquitaine, pour l'interconnexion vers l'Espagne. Donc, le préfet Étienne Guyot doit réussir à obtenir l'accord du montage financier de la région voisine, la Nouvelle-Aquitaine. Nous, c'est réglé. Il y a encore un peu de temps de négociation et j'ai vu que en Lot-et-Garonne notamment, le maire d'Agen dit aux siens, prenons pour référence le modèle financier d'Occitanie, où les 3 grandes collectivités, la métropole, le département
chef-lieu et la région financent 80% de l'investissement. Ensuite, il y aura l'ordonnance et dès... On ne vous entend plus. Est-ce que vous pouvez remettre votre micro, Monsieur Chauzy? Peut-être. C'est bon là? Voilà, ça y est, c'est revenu. Merci. Ah, Voilà, excusez-moi. Bon, je sais qu'une fois l'accord financier réglé par le préfet Guillot avec la Nouvelle-Aquitaine, donc avec l'Occitanie, l'ordonnance est en cours de préparation par un fonctionnaire de l'État qui a été placé à un ancien directeur de service du Conseil général de l'Oise, dont c'est la fonction. L'ordonnance sera promulguée et sera créée la société de financement qui pourra ensuite bénéficier de la taxe spéciale d'équipement votée par un article additionnel de la loi sur les finances du 10 novembre 2021 pour ensuite lancer les appels d'offres et commencer les travaux, si possible, en 2024. Très bien pour ces perspectives. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructure, doit prendre totalement en charge cette ligne financée par, je le rappelle, l'Europe, l'État et les collectivités locales, ou est-ce que vous verriez d'un bon œil l'arrivée d'acteurs privés? Alors moi, je fonctionne sur le principe de réalité. J'ai vu les déclarations de SNCF Réseau il y a quelques jours disant qu'il n'avait pas d'argent à dépenser, sauf que ce sera quand même le gestionnaire qui fixera le montant des péages. Donc comment un organisme qui n'a rien dépensé peut ensuite bénéficier du jackpot des péages? Ça pose un premier problème. Ma deuxième remarque, c'est que quand nous avons travaillé à fin 2016 à la demande d'Alain Vidali, le ministre, sur les modèles financiers innovants, nous avons fait un retour sur expérience et je suis reconnaissant à l'AGIFI de nous avoir fait bénéficier des retours d'expérience tant pour Vinci, Eiffage que pour Bouygues. Et l'ISEA nous a très bien expliqué son modèle, qui est concession. Il s'est réalisé sans coût supplémentaire, sans retard, et un service rendu qui est quand même assez remarquable. Donc, la société de financement borne l'accès au financement, du financement aux collectivités. Moi, je ne serais pas gêné, comme c'est le cas pour le Grand Paris, mais le Grand Paris, c'est une société de projet dont c'est plus facile à faire, il soit fait appel à des fonds privés, puisque l'ancien Premier ministre lui-même était allé chercher 1 milliard d'un fonds souverain, 1 milliard de la BEI, pour venir dans le montage financier complexe du Grand Paris Express, qui, je le rappelle, a démarré à 22 milliards pour finir probablement à 35 milliards. Et comme c'est Paris, bien sûr, on va trouver l'argent. Donc, moi, je suis ouvert aux possibilités que le privé pourrait offrir dans ce cadre-là. Merci, c'est très clair, Monsieur Chauzy. Restez avec nous pour la suite du débat si vous en avez l'opportunité. Kian Gaftache, un mot sur cette question du montage spécifique sur le cas de GPSO. Écoutez, en fait, je voulais juste confirmer la distinction qui a été apportée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut séparer les étapes que constitue le financement, qui a été l'objet des échanges juste à l'instant, et puis du sujet qui est plutôt comment on s'organise pour réaliser la ligne, sous quelle maîtrise d'ouvrage, qui fait quoi, etc. Donc on est effectivement dans la première étape. Donc moi je dirais je vais pas préempter les conclusions des discussions qui sont en cours là sur la partie financement. J'avais surtout envie de dire un mot sur la partie je dirais comment on s'organise derrière et là l'ADN de SNCF Réseau, comme je l'ai un peu dit lors du premier tour de table, c'est véritablement d'avoir une appréhension du système dans sa globalité. Quand on construit une ligne, elle n'est pas indépendante du reste du réseau. Donc, les interfaces avec le reste du réseau sont importantes. C'est un service de bout en bout qui est conçu, qui est construit et qui ensuite est maintenu et exploité. Et donc, du coup, dans
dans l'organisation pour la construction et la mise en service de la ligne, d'une manière ou d'une autre, SNCF Réseau doit jouer un rôle. Ça, c'est une conviction. Et effectivement, plutôt en assurant la maîtrise d'ouvrage de ce type de projet, ce qui rend pas les autres modèles forcément complètement caduques. Hein. Il faut voir, il y a plusieurs possibilités qui existent, mais c'est vrai que nous, notre ADN naturel va vers ce type de montage. Merci. Je vais finir ce premier tour de table sur l'intention de l'État, les collectivités, etc., avec Sandrine Chinzy. Merci de nous avoir rejoints. Peut-être pour aborder quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, c'est non pas les grands projets. Hein. Là, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses et on entendra tout à l'heure les uns et les autres, ou les unes et les autres, sur les questions de partage de risques, etc. Mais peut-être sur d'autres types de projets où le privé pourrait avoir sa place et sur lesquels vous êtes très investi. Par exemple, les petites lignes qui passent aux régions et que des régions voudraient redévelopper ou redynamiser, voire des sujets de régénération. On aurait pu en parler aussi avec Canvantage sur des postes de signalisation qui ont été confiés au privé. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelle est la philosophie de l'État sur ces questions de développement de projets plus modestes que les grandes lignes? Tout à fait, oui, parce que je crois que sur les grands projets, on peut débattre encore des modèles financiers, du contexte sociétal et de l'appétence, mais c'est vrai qu'on est sur des travaux neufs, on est sur quelque chose qu'on a pratiqué effectivement et par le passé, donc il n'y a pas beaucoup d'incertitudes sur la capacité à faire, je dirais, d'un point de vue au moins technique. Mais c'est vrai que les enjeux ne sont pas tant sur le développement du réseau aujourd'hui que sur la modernisation, et je pense que c'est un point essentiel sur lequel là on a un boulevard ou un chantier. Pour nous, c'est effectivement côté État extrêmement important d'essayer de regarder collectivement, hein, donc public-privé, comment avancer plus vite, avec des enjeux de performance, de maîtrise des coûts, voire de réduction des coûts, sur toute cette volumétrie de travaux qui reste à faire sur le réseau existant. Je crois que la table ronde précédente en a parlé, Patrick Jeantel l'a évoqué. On a encore énormément de travail sur ce réseau existant à moderniser. Alors il y a les grandes lignes, enfin il y a le réseau structurant, et puis il y a le réseau dit de desserte fine des territoires. Du côté de l'État, on a effectivement pris des textes pour pouvoir permettre justement cette possibilité de transférer des lignes pour la partie gestion et exploitation aux régions. Hein. Donc c'est effectivement une disposition qui a été prévue dans le texte de la LOM, dans l'article 172, et on a pris le décret d'application en décembre 2020. Donc maintenant, je dirais que sur l'année 2021, c'est vraiment la balle est dans le camp des régions, en tout cas de celles qui souhaitent s'y engager pour regarder dans quelle mesure elles pourraient envisager des montages innovants dans lesquels elles pourraient justement gérer une meilleure maîtrise des coûts, des projets adaptés à la typologie des trafics et aux besoins des territoires. Et donc c'est effectivement un enjeu important. Alors cet enjeu, il a aussi la particularité de devoir s'appuyer sur le gestionnaire existant, parce qu'aujourd'hui, on a une situation de monopole avec un gestionnaire d'infrastructure qui a la connaissance complète de son réseau et qui donc va devoir justement partager, travailler avec les régions pour pouvoir ouvrir ces données, pour pouvoir donner les éléments qui permettront aux régions et aux partenaires privés de pouvoir véritablement monter des contrats et envisager donc ces travaux de modernisation sur le réseau existant. Il y aura la question de la durée aussi. Est-ce que ces contrats sur la modernisation du réseau sont des contrats courts, mais qui seront finalement des contrats plutôt de maintenance, d'entretien courant, avec un modèle économique qui ne paraît pas forcément très évident, ou plutôt des contrats un peu plus longs qui prennent les gros pics de régénération, avec des volumétries de travaux plus conséquentes, et qui du coup vont peut-être être plus intéressants pour le marché. Donc il y a cette question de la durée qu'il faut explorer. Je pense que les groupes privés pourront le dire. Il y a aussi le sujet de l'interface, des interfaces, parce qu'on est sur le réseau existant, donc il y a de la circulation, il y a d'autres opérateurs, et donc il y aura ces questions d'interface qui seront effectivement aussi à travailler, dans la mesure où quand on construit une ligne nouvelle, on la construit à zéro, entre guillemets. Et donc sur des PPP, on n'a pas eu beaucoup de sujets d'interface, puisque les raccordements réseau existants étaient en maîtrise d'ouvrage direct, mais là, si on est sur du réseau existant, il va y avoir effectivement beaucoup de sujets d'interface à lever. Et puis je crois que ça a déjà été dit, il y a le sujet des transferts de risques,
quel est le niveau de transfert de risque. Si on prend l'exemple du portuaire dans lequel il y a eu des expérimentations en matière de contrats innovants, on sait que la maîtrise des coûts, elle est passée aussi par l'abandon de certaines fonctionnalités. Et donc de ce point de vue-là, il faudra aussi que le marché regarde quelles sont les typologies des lignes, les typologies des trafics, des besoins des territoires et finalement qu'est-ce qui peut être différemment traité de telle sorte qu'on ait une meilleure maîtrise des coûts et en tout cas des coûts à la fois de maintenance d'exploitation qui soient adaptés aux besoins des territoires et aux typologies de ces lignes. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Alors nous, de côté État, le rôle qu'on pourra avoir, au-delà, je dirais, des textes que l'on a pris jusqu'à maintenant, c'est effectivement de pouvoir accompagner le secteur, accompagner les collectivités locales, accompagner le secteur privé, en particulier sur les sujets de la sécurité, puisque là, on aura certainement encore des sujets à défricher avec le PSF, avec le SRMTG, avec les organismes de l'État qui portent les enjeux de sécurité. C'est sur ces questions-là qu'on aura probablement à travailler dans la mesure où les petites lignes, pour parler de celle-là par exemple, elles arrivent dans des gares, donc il y a des interfaces avec le réseau structurant, avec les autres trafics. Ça vaut aussi pour la modernisation sur du réseau existant. Il faudra travailler aussi sur des sections de lignes sur lesquelles on peut expérimenter et sur lesquelles les enjeux effectivement seront extrêmement importants à regarder. Voilà. Merci. Vous employez à l'instant le mot de défricher. Je crois que c'est le terme qu'on peut effectivement employer, notamment sur cette fameuse ligne de Grand Est, Nancy-Contrexéville, c'est celle-là, la 14, si je me souviens bien. Ken Daftash, c'est aussi un vrai défi pour Réseau d'avoir les données. Sandrine Chinzy parlait de connaissance complète du réseau, complète, parfois incomplète. Là, il y a une vraie difficulté à faire en sorte que, pour que le dialogue soit fécond avec les nouveaux partenaires privés, que l'état des lieux soit le plus complet possible. Non, effectivement, vous avez raison, hein, c'est un véritable, je dirais, sujet et c'est quelque chose sur lequel on s'y est mis relativement tôt, hein, et rapidement quand on a vu arriver cette question. On continue à y travailler, hein, ça reste un challenge et donc rien dire de plus que ça, hein, sur le Grand Est. J'avais juste peut-être en complément de ce que disait dans les types de partenariats qu'évoquait Sandrine Chinzy dans son approche, dire que là, on parle beaucoup de PPP, de lignes fines de dessert du territoire, de LGV, SNCF Réseau. On développe aussi, on cherche à développer d'autres types de partenariats avec les industriels. Récemment, on a dans le domaine de la signalisation notamment et de la modernisation des postes de signalisation. On a aussi développé donc un partenariat d'innovation. Ça embarque les industriels du monde de la signalisation dès la conception, avec un fort volet innovation associé à ça. Ça permet d'embarquer dès le départ les industriels dans vraiment la conception du produit, les capacités à le déployer sur le réseau existant, et donc avec à la clé une performance en termes de coûts et de délai de déploiement. Je ne sais pas si vous faites allusion à la reconstruction du poste de Vitry, je crois, qui avait brûlé et qui a été exemplaire du point de vue du respect des délais. Alors celui-là a été, je dirais, peut-être le précurseur de ce type de réflexion. Là, je fais... il y en aura d'autres derrière. C'est pas un one-shot. Enfin, je pense qu'à l'époque, je crois que Patrick Jeantet était aux manettes. Ça avait été un exemple de... d'accélération des processus. Vous voulez développer ça ou ça restera juste un exemple? Non, c'est en fait le partenariat auquel je fais allusion, c'est la nouvelle technologie des postes de signalisation, c'est le projet Argos, hein, de SNCF Réseau, et développé dès le stade de la conception au départ avec des plateformes d'innovation qui associent sur le même plateau différents industriels, les techniciens de SNCF Réseau, pour répondre à des objectifs de performance en termes de coûts à la conception et au déploiement lui-même et en planning de déploiement. Donc c'est lancé, hein, les trois groupements d'industriels qui ont été retenus dans le cadre de ce partenariat d'innovation ont été choisis et travaillent sur les premières séries de postes qui verront le jour. Et qu'ils pourront eux-mêmes déployer.
et qui, en fait, c'est eux qui assurent effectivement le déploiement. Alors, sous maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau, mais c'est eux qui le déploient. Et donc, l'ensemble des nouvelles lignes, je dirais, qui vont voir le jour, se feront sous cette technologie-là, Argos. Merci. Comme vous le suggériez à l'instant, je vais maintenant demander aux trois opérateurs privés, aux trois acteurs privés, un peu leur stratégie en la matière. On a différencié les grands projets un peu nouveaux, genre LGV, et puis les projets de développement, plus des transports du quotidien, si on reprend cette typologie-là. Et je vais vous demander successivement à chacune de vous trois, pour vos propres groupes, de dire comment vous voyez les choses. Je vais commencer avec vous, Sandra Lagumina. Au-delà des questions de politique et d'opportunités, accélérer, attendre, etc., il y a quand même une disponibilité de vos groupes. Comment vous résumeriez votre propre stratégie à Meridiam sur ces questions ? Alors d'abord, le transport ferroviaire. Chez Meridiam, on a aujourd'hui une centaine de projets qui sont en opération, 45 dans le domaine de la mobilité, et plus spécifiquement 2 dans le secteur ferroviaire en France, qui sont SEA et CNM. Quand on regarde une logique de portefeuille par rapport à nos projets, les projets ferroviaires sont d'abord ceux qui ont l'impact carbone qui est le plus positif. Donc le transport ferroviaire est pour Meridiam une priorité parce qu'encore une fois, si vous vous projetez comme un investisseur de long terme que nous sommes à plus de 25 ans, qui regarde l'impact de ces projets, ce sont vraiment des projets qui sont très favorables. Et je reprends ce que disait Jean Ben Saïd, voir cette dimension-là prise en compte peut-être au niveau politique lors de la réflexion sur les différents modes de projets et d'intervention sera quelque chose de très important dans les années à venir, en tout cas de notre point de vue. Ensuite, si je rentre un peu dans la question qui était posée sur le bon équilibre entre le public et le privé, c'est une question qui est assez paradoxale parce que, somme toute, le privé est toujours intervenu dans le domaine ferroviaire dès l'origine, avec un modèle qui, depuis 20 ans, était à peu près dominant. En gros, la puissance publique avait la maîtrise d'ouvrage, la planification et donnait les grandes indications. Et puis le secteur privé apporter le financement et l'expérience telle qu'elle a été décrite dans la première table ronde des LGV montrait que les projets ont été finalement assez satisfaisants, à la fois en termes de coûts, de délais. Enfin, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit. Je reviendrai juste sur un petit point. Il y a aussi en matière d'innovation, la capacité à porter dans le cadre de ces projets d'innovation a été très important. C'était un postulat politique de départ qui s'est bien vérifié. Et sur CNM, ce qu'avait évoqué Gilles Racosi sur les travaux sur la maintenance du réseau aux épisodes et sa résilience aux épisodes Sevenol, c'est quelque chose que l'on fait aussi avec SNCF Réseau, avec lequel on a partagé les données sur ce point-là. Et c'est probablement aussi une des initiatives dont on est le plus fier, c'est-à-dire la capacité à apporter ces innovations. Alors aujourd'hui, on est un peu dans une situation paradoxale. Alors, j'entends ce qui a été dit sur le financement, mais aujourd'hui, l'argent, il y en a. Enfin, moi, je rentre des États-Unis, on m'annonce 87 milliards sur le transport ferroviaire. Et la seule discussion que j'ai eue la semaine dernière aux États-Unis, c'était le comment on fait. C'était pas comment on trouve le financement, c'était comment on fait. Donc, déjà, la deuxième question. Voilà, donc on est vraiment dans la deuxième question. Et dire, il y a d'abord le financement et puis après le comment on fait, je pense que c'est un peu... c'est une vision qui est peut-être un peu trop segmentée parce que le financement dépend très largement du comment on fait, puisque le partage des risques est la clé ensuite de la rémunération future de l'opérateur. Donc déjà, il y a cette première chose qui est très importante, c'est que de l'argent est disponible et la question c'est comment est-ce qu'on le mobilise pour un certain nombre de projets. Ensuite, dans le modèle un peu historique qui était de dire finalement c'est l'État et c'est la puissance publique qui a la vision de long terme, aujourd'hui des opérateurs privés ont la vision de long terme. De manière très claire. Enfin, encore une fois, nos investissements sont à 25. Dans les nouveaux fonds, on a ajouté plus 15 ans, donc on est à 40 ans. Et le tout dans une approche intégrée, c'est-à-dire à la fois de l'investissement, à la fois la construction, à la fois de l'exploitation et la prise en compte de l'impact de tout ça. Donc, opposer un long terme public et un court terme privé, je pense là aussi est une vision qui est un peu dépassée. Alors, par rapport à tout ça, quel est le nouvel équilibre dans lequel on peut rentrer ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a une demande d'une collaboration rénovée autour de cette question du partage des risques. Et les demandes, c'est celles que vous avez évoquées, c'est-à-dire à la fois les petites lignes, la rénovation du réseau,
la question de la maintenance, des conditions de l'ouverture à la concurrence, en fait, et puis aussi le sujet du fret qu'on a assez peu abordé, mais qui est quand même un sujet fondamental, encore une fois, si on regarde les éléments environnementaux et l'impact environnemental de tout ça. Donc, par rapport à ces questions-là, quels seraient un peu les ingrédients d'une recette que je n'ai pas parfaite, hein, je vous le dis tout de suite, mais enfin, en tout cas, voilà, les ingrédients. D'abord, c'est une bonne définition des besoins, enfin, et du projet politique qu'il y a derrière chacun des projets. La description de 25 ans de controverse autour de Bordeaux-Toulouse est quelque chose qui, effectivement, n'est pas tenable sur le long terme si on veut que des acteurs privés s'investissent dans ces secteurs. Et ce que l'on souhaite, c'est aussi qu'il y ait une vision vraiment holistique, c'est-à-dire SEA ne peut pas fonctionner si on pense que le train. Il faut qu'on pense le train, la desserte aérienne, comme ça a été fait. Il faut qu'on pense aussi quel est finalement le projet d'aménagement du territoire qu'il y a autour de ces projets. Donc ça, c'est la première chose. C'est quelle est vraiment la bonne connaissance des besoins et la stabilité de ces besoins dans le temps. Ce que vous disiez, monsieur, sur SNCF Réseau, on le retrouve évidemment aussi de l'autre côté. La question de la maîtrise d'ouvrage aussi, elle est clé. Avec un rôle de la SNCF qui interroge. Enfin, personnellement, moi, je viens du secteur de l'énergie. Quand j'ai découvert le secteur ferroviaire, cette question de finalement une SNCF réseau, un SNCF voyageur, le rôle de chacun, une loi, semble-t-il, assez anachronique, hein, encore une fois, quand on vient du monde où j'évoluais auparavant. Bon, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir pour ordonner tout ça un régulateur qui ne peut être que fort. Un marché ne peut pas s'organiser de manière correcte si le régulateur à qui il a été confié le fait d'organiser ce marché n'est pas fort. C'est une erreur de penser que le privé souhaiterait avoir un régulateur faible. C'est totalement faux. Plus le régulateur est fort, plus on a de la visibilité et donc plus le partage des risques est équilibré et intelligent. Pardon de vous interrompre, est-ce qu'il faut entendre par ce que vous dites que du point de vue des risques, l'instabilité du système est en tête de vos préoccupations? Alors, elle n'est pas en tête des préoccupations, mais c'est probablement l'un des sujets les plus importants. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas penser un investissement à 25 ans si vous avez un doute sur la question du péage, si vous avez un doute sur la question justement du partage des macro-risques. C'est une évidence. Enfin, donc là-dessus, oui, la question de la stabilité des systèmes, elle est absolument clé quand on fait du financement de projet par nature. Et après, il y a aussi des transferts de risques un peu raisonnés. Par exemple, il y a quelque chose qui est assez bête, mais qui est le mieux placé pour gérer, par exemple, les questions de relations avec les autres grands réseaux quand on fait des travaux? Le transfert du risque des utilities, si vous me pardonnez cet anglicisme, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, alors que souvent, sur d'autres projets à l'étranger, on voit que ce risque est gardé par la puissance publique. Et finalement, à la fois, ça peut aller parfois plus vite du coup, et ça rend moins cher finalement cet investissement. Donc ce sujet de la régulation, il est réel. Et puis, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait faire finalement à l'infrastructure. Alors ça, c'est pour nous un grand sujet chez Meridiam, puisqu'on est passé des infrastructures dites classiques à des infrastructures qui sont plus, je ne vais pas dire exotiques parce que mes collègues m'en voudraient, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va considérer comme infrastructure des bornes de recharge électrique, de la fibre, etc. Bon. Dans le domaine ferroviaire, la question de la ROSCO, elle est quand même assez fondamentale aujourd'hui si on veut ouvrir la concurrence. La question, effectivement, de la rénovation du réseau, on ne peut pas penser un segment de ligne tout seul dans un environnement. Enfin, les épisodes 7 Notes de CNM ont été effectivement intéressants. Enfin, on peut certes se féliciter que CNM ait bien fonctionné, mais enfin, on aurait préféré que tout le système fonctionne bien. Donc ça, les sujets de sécurité sont aussi importants. La question du centre de maintenance. Aujourd'hui, quand vous parlez avec des acteurs qui veulent rentrer sur le marché français, effectivement, l'un des points principaux, c'est oui, certes, il y a les péages, mais si je mets des trains, où est-ce que je les fais maintenir? Est-ce que je vais dans les grands ateliers de la SNCF, prestigieux, intéressants, mais peut-être un peu loin et un peu occupés? Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc, c'est une confirmation en vous entendant que, en l'évoquant, vous confirmez que ça vous intéresse d'investir sur ces ateliers, par exemple? Bien sûr.
Bien sûr, à partir du moment où ça permet le développement de la ligne et de notre investissement de départ, on a un champ moi, je suis assez pragmatique en général, et on est assez agnostique par qu'est-ce qui va faire que ça marche. Si aujourd'hui des gens viennent nous voir en nous disant on ne peut pas développer le trafic parce qu'il y a ce frein, bah oui, on est intéressé à y aller, ça c'est clair. Et puis il y a aussi des évolutions juridiques qui vont intervenir, hein, dans les modèles finalement de mise en œuvre. Aujourd'hui, par exemple, on a parlé de GPSO, qui est un modèle intéressant, hein, c'est clair. Mais par exemple, on regarde autour des petites lignes les CMOP. Les CMOP, elles se sont développées dans le secteur de l'eau. On a aujourd'hui 36 qui fonctionnent. Il n'y en a que 2 dans le transport. Est-ce que ça ne serait pas un bon moyen d'avoir dans le tour de table, finalement, à la fois les acteurs publics et les acteurs privés, une grande transparence du coup dans le dialogue sur les différentes données, sur ce qu'on peut faire ensemble, sur les risques. Bon, c'est quelque chose qu'on regarde de manière extrêmement sérieuse. Et puis le dernier point, et j'y insiste pas, mais c'est pour nous absolument indispensable, c'est comment on mesure l'impact de cet investissement. Et cet investissement, cet impact, alors c'est d'abord j'espère, des coûts évités. Alors on en a parlé, hein, sur la maîtrise des coûts dans les différents projets. Donc comment est-ce qu'on délivre le mieux possible le contrat? Mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on argumente en permanence pour essayer de mieux gérer la controverse, qui est quand même un grand sujet autour des infrastructures aujourd'hui? Comment est-ce qu'on argumente que l'impact de ces infrastructures est vraiment d'abord ce qu'on a promis, et que ça permet à la fois d'être positif, alors que ce soit en termes de lutte contre le changement climatique, que ce soit aussi en termes de développement économique, que ce soit aussi en termes de biodiversité. Le travail de SEA a été exemplaire, je pense, de ce point de vue-là. Enfin, ces éléments de communication positive sur l'impact d'une infrastructure, c'est, je pense, aussi quelque chose qu'il faut arriver à faire, et avec une méthodologie qui soit partagée. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un besoin méthodologique très fort autour de la mise en place des ODD, des objectifs de développement durable, qui doivent être une sorte de langage commun, finalement, de l'impact de chacune de nos infrastructures. Bon, voilà quelques recettes. Merci beaucoup. Rassurez-nous, vous n'allez pas investir tout votre argent aux États-Unis, vous allez en garder un peu en Europe et en France. Nous, on investit l'argent de nos investisseurs, donc il y a beaucoup d'appétit, en tout cas, pour investir en France, si un certain nombre de conditions sont réunies, évidemment. Jean Bensaïd, si je schématise, vous ne m'en voudrez pas, Bercy n'a pas des fonds en excellente santé, et là vous avez un acteur privé, en l'occurrence Meridiam, qui dit moi je suis prêt à investir. Est-ce qu'il ne faut pas accélérer pour justement correspondre aux impératifs de développement durable ? Alors, effectivement, la question du financement, on l'a dit, est très importante. Et effectivement, les fonds publics ne sont pas extensibles à l'infini, malgré ce qu'on a pu voir ces 2 dernières années. Retour à une certaine normalité de ce point de vue-là va nécessairement se produire dans les années qui viennent, et sans doute dès 2022. Voilà, je pense qu'on avait une situation d'urgence qui a évidemment été, qui a provoqué une augmentation assez forte des dépenses pour des bonnes raisons. Maintenant, on va revenir à des raisonnements plus habituels, et les contraintes de finances publiques vont revenir indéniablement. Donc la disponibilité d'investisseurs privés pour accompagner les projets d'investissement public en infrastructure est une bonne nouvelle. Et elle n'est pas... c'est une bonne nouvelle, mais ça fait longtemps qu'on puise dans cette ressource-là, et je pense qu'il faudra s'interroger pour en faire ferroviaire, plus. ça reste modeste pour l'instant. Ça reste modeste, mais c'est quand même significatif. Et encore une fois, je pense que le temps d'un retour d'expérience indépendant sur les 3 lignes qui ont été donc déléguées au secteur privé me paraît opportun, notamment pour objectiver un peu le débat sur cette question du partenariat public-privé. On a déjà des éléments sur les délais et les coûts au moment de la construction. Je pense qu'il serait bien d'avoir quelque chose sur l'exploitation. Donc ça, c'est un premier point. Je pense par ailleurs que ce qu'on oublie souvent, d'ailleurs, c'est que nous qui avons chez Fininfra une expérience longue des partenariats publics-privés, puisqu'on en a vu passer plusieurs centaines, puisqu'on donne un avis sur chacun des marchés de partenariat, un des points qui apparaît très important, c'est que finalement,
il y a une espèce d'alignement d'intérêts qui n'est pas forcément évident, qui est un peu contre-intuitif entre la puissance publique et les investisseurs privés ou les banquiers. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, à la fois le porteur du projet, qui est en général une collectivité publique, et les financeurs, finalement, poursuivent un peu le même but, notamment en termes de respect des coûts et des délais, et que la pression qu'exerce un investisseur ou un financeur en fonds prêtés a une influence très importante sur le respect par le partenaire privé de ses obligations en matière de coûts et de délais, et que donc cette opposition publique-privée qui est un peu utilisée à mauvais escient, à mon avis, mériterait d'être approfondie, parce que ce qu'on remarque, c'est plutôt l'inverse. Merci Jean Bensaïd. Votre message d'un retour sur les différentes opérations est passé. Valérie Vesque-Jeancar pour Vinci Railways. Quand on a préparé cet entretien ce matin, on a abordé plein de choses, tout le champ de l'intervention d'un opérateur sur les questions ferroviaires, depuis la rémunération de la maintenance jusqu'à un certain nombre de rôles en matière d'exploitation, d'évaluation des risques, etc. Au point du débat où on en est, qu'est-ce que vous auriez envie de privilégier, vous, comme point essentiel pour vos investissements? Qu'est-ce qui vous semble absolument déterminant pour vous décider à amplifier votre effort sur le ferroviaire? Bonjour à tous. Merci Gilles. Je crois que ce qui fonde d'abord notre souhait d'intervenir massivement dans le ferroviaire, c'est le besoin qui a été exprimé très largement lors des tables rondes de ce matin. Un besoin qui touche à la fois les transports du quotidien, on l'a vu, avec effectivement les actions engagées par un certain nombre de régions pour se voir transférer les petites lignes et les redynamiser, mais aussi les nouveaux projets de LGV, sans oublier, et on les a cités aussi ce matin, tous les besoins plus techniques sur la commande centralisée du réseau, pour laquelle la France a du retard par rapport à d'autres pays européens, la question épineuse aussi des ouvrages d'art, des passages à niveau, et puis le RTMS. Donc je crois effectivement un spectre extrêmement large de besoins. On parlait ce matin de 3,5 milliards estimés par les experts, auxquels s'ajoute 1 milliard pour les gares, si j'en crois le dernier rapport de la Cour des comptes. Donc effectivement, deux questions qui sont posées, à la fois la question du financement de ces besoins, et puis la question de la capacité à faire, la capacité opérationnelle à conduire l'ensemble de ces projets concomitamment pour stopper le retard qui a été pris, puisqu'on le disait, il y a un sous-investissement chronique dans le ferroviaire depuis 30 ans, alors même que c'est un mode aujourd'hui qui, pour des raisons notamment de transition écologique, mais aussi de cohésion sociale, cohésion des territoires, est évidemment un mode privilégié. Donc voilà, ces éléments de contexte fondent notre volonté d'accompagner le mouvement pour le développement du ferroviaire. Et je pense que les groupes privés ont beaucoup de choses à apporter. On a cité les expériences positives des LGV, mais je crois qu'il y a peut-être 6 points qu'on peut souligner en la matière. D'abord, la question financière. La question du financement, c'est évident. Et c'est vrai qu'un groupe comme le nôtre, qui a un free cash flow de plusieurs milliards d'euros par an et une notation qui lui permet d'avoir accès à de larges financements, peut évidemment apporter une réponse à la question que soulevait Jean Bensaïd. Dans la partie financière, je mettrai également la question de maîtrise des coûts, qui est dans l'ADN des acteurs privés, et on l'a évoqué largement ce matin. Deuxième point qui me paraît important, et comme on a cité beaucoup d'objets variés sur lesquels il y a aujourd'hui des besoins, ce sont les compétences techniques qu'on peut mobiliser dans toutes les branches du groupe. Vous connaissez bien le groupe Vinci, il y a la branche construction, la branche énergie, dont le nom est sans doute un peu réducteur, puisqu'elle accompagne en réalité les collectivités, les entreprises dans leur transition énergétique, mais aussi leur transformation digitale, et aussi plus prosaïquement la gestion de leurs installations techniques ou le développement de robotique industrielle, par exemple. Donc ça, ce sont des compétences extrêmement fortes que l'on peut mobiliser. Je citerai aussi notre expérience d'autres actifs dans les infrastructures de transport, notamment les aéroports. Et c'est vrai que quand on se pose aujourd'hui la question des gares, de ce qu'on peut faire dans les gares, eh bien évidemment une expérience de valorisation commerciale, foncière, d'exploitation, de services aux voyageurs acquise dans les aéroports peut aussi être mise à profit justement de cette question-là. Excusez-moi, vous êtes en train de nous dire que sur la question ferroviaire, on dit souvent que
c'est très compliqué, qu'il faut faire ça depuis des dizaines d'années. Je fais référence un peu aux questions relatives à la gare du Nord, où on a une complexité de maîtrise d'ouvrage qui a un peu perturbé les choses. Vous considérez que votre acquis, il est suffisant pour aborder des dossiers, y compris très complexes ? Je pense qu'il est solide, effectivement, pour pouvoir aborder des dossiers de ce type, où s'entremêlent des questions d'exploitation, des questions de service, des questions de sécurité, vous savez qu'elles sont aussi fortes dans le domaine aéroportuaire, et puis des questions de valorisation, finalement, des emprises. Troisième point qui me paraît important, c'est la possibilité de mobiliser des ressources humaines. C'est vrai qu'étant un grand groupe international, ayant des académies de formation de nos personnels, ayant aussi l'habitude de travailler avec l'ensemble de l'écosystème ferroviaire, on est associé à Sistra sur Mesea, la société de maintenance de la ligne GVSEA. On est associé à Transdev sur Rhône Express. On est associé à SFR dans Cinerail, un partenariat qu'on n'a pas cité, mais qui justement porte sur un objet technique. Toute la mise en place en 6 ans du GSMR sur 16 000 km de voies. Donc voilà, je pense que ça, c'est un bon exemple qui montre qu'on peut effectivement s'attaquer à un certain nombre de problématiques complexes. Quatrième point que je voudrais mettre en avant, c'est la notion de service. Certains l'ont évoqué. Une infrastructure, ce n'est pas une finalité en soi. Elle est là pour rendre un service. Et je crois, plusieurs de nos collègues l'ont dit, qu'on s'inscrit effectivement dans un partenariat de long terme pour répondre à des besoins du territoire et ce qui sont des besoins de service. On a cité SEA, c'est vrai que délivrer le plus grand greenfield d'Europe en 6 ans seulement, avec un parfait alignement des parties prenantes, ça signifie qu'on est vraiment en prise avec les besoins et les réalités du territoire. Et puis, je voudrais citer aussi, dans le secteur aéroportuaire, le cas de l'aéroport de Lyon, où on est associé avec régions, départements, métropoles, pour justement penser ensemble les besoins du territoire et les accompagner au plus près. Et puis, se rattachent à ces questions de services, toutes les questions d'intermodalité. C'est vrai qu'avoir le pied dans différentes infrastructures de transport, je pense, rend assez agile en la matière. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on peut apporter. Et puis je terminerai par deux sujets qui me paraissent importants. La question environnementale. Sandra Lagumina a cité effectivement la démarche très exemplaire qui a été faite en matière de biodiversité sur SEA. Mais vous avez vu aussi notre engagement récent dans l'hydrogène. Le 1er octobre dernier, Vinci a annoncé avec Total Energy et Air Liquide la création du plus grand fonds hydrogène, 1,5 milliard qui permettront, avec un effet de levier, de financer plus de 15 milliards d'euros de projets pour justement faciliter cette transition hydrogène. C'est un sujet pour le train, on l'a évoqué ce matin, pour l'écosystème ferroviaire dans son ensemble. Et puis la question de l'innovation que Sandra Lagumina a évoquée aussi, je crois que c'est dans notre ADN de groupe privé d'être extrêmement innovant, une innovation qui est proche du terrain, mais qui se nourrit aussi de la mise en réseau. Et c'est vrai que dans le cas de SEA, on peut citer notamment tout ce qui a été fait en matière d'intelligence artificielle et son utilisation pour la maintenance prédictive. Voilà, donc un panorama très bref de ce qu'on peut apporter. Après, donc on est volontaire pour le faire, avec un cadre qui fonctionne bien. Je crois que le bilan qu'on peut tirer des échanges de ce matin, c'est que les PPP, les concessions mises en place fonctionnent bien. On est tout à fait à la disposition des pouvoirs publics pour travailler encore dans 3 directions. La gouvernance, encore améliorer cette gouvernance, peut-être en impliquant davantage les collectivités locales. Je crois que ce sont effectivement des acteurs extrêmement attentifs et puis précieux dans leurs apports. Le second point, c'est celui de la transparence. On sait qu'on est open book, si vous me permettez, là aussi c'est anglicisme dans les PPP, mais je pense qu'on peut, avec des échanges de données, avec un certain nombre de retours d'expérience qu'on peut faire, enrichir encore l'écosystème ferroviaire. Et puis le troisième point, c'est celui du partage de la valeur et du partage des risques, sur lesquels on doit travailler collectivement. Merci beaucoup. Si je ne me trompe, vous êtes arrivé à la tête de Vinci Railway il y a 6 mois. Même moins, 3 mois. Même 3 mois, alors. Voilà, j'avais un peu surévalué le temps. On parle beaucoup de la lenteur, de la complexité du ferroviaire. Il y a des dossiers qui durent. On pourrait en citer beaucoup, du CDG Express à d'autres. Vous n'êtes pas effrayé par... vous venez d'autres horizons, vous n'êtes pas effrayé par cette complexité, cette durée, qui est parfois due à des contraintes extérieures. On le voit par exemple là, tous les recours environnementaux, etc. Ça ne vous effraie pas avec vos regards neufs sur le secteur ?
Écoutez, non, ces infrastructures de transport, quelles qu'elles soient, hein, ferroviaires y compris, sont des actifs extrêmement structurants pour les territoires. Donc c'est normal qu'on y réfléchisse le temps suffisant, qu'on fasse aussi les concertations nécessaires pour que ces objets répondent aux besoins des territoires et surtout s'intègrent harmonieusement dans l'environnement. Et puis comme beaucoup d'entre nous l'ont dit, on est là pour plusieurs décennies. On investit pour le long terme, donc il n'est pas incongru qu'on réfléchisse aussi, qu'on prenne le temps de réfléchir utilement à tous ces objets. Merci beaucoup. Je termine avec vous, Florent Janssen, pour Eiffage. Même question sur la stratégie de votre groupe. On a entendu tout à l'heure Loïc Dorbec tenir le bilan de BPL. Votre disponibilité pour l'avenir, elle est sur quel dossier, à quelles conditions ? Alors écoutez, effectivement, il y a beaucoup de dossiers qui se profilent et je ne reviendrai pas sur le bilan qui a été fait des projets du passé et des vertus qu'on a pu voir à cette coopération publique-privée en termes de maîtrise des coûts, de délais, des engagements de performance, au-delà de l'apport des fonds financiers qui ont également été cités. Mais je retiendrai quand même que le bénéfice de ce passé pour l'avenir, c'est aussi un apprentissage réciproque de la collaboration entre les acteurs publics et les acteurs privés. C'est-à-dire que dans le cadre de ces grands projets, de LGV notamment, les acteurs publics ont aussi découvert un petit peu la manière de travailler des acteurs privés, et il y a eu un enrichissement mutuel. Les acteurs privés ont aussi bénéficié finalement d'un important transfert de compétences, puisque les compétences dans le ferroviaire sont quand même extrêmement pointues et effectivement jusque-là étaient quand même principalement dans le giron de l'opérateur historique. Et donc que ce soit les ingénieries, les grands groupes de BTP ou tous leurs partenaires qui sont intervenus sur ces projets ont finalement bénéficié de ces compétences. Et je dirais aujourd'hui, il serait dommage de les laisser se perdre, puisque on l'a dit, aujourd'hui on se pose la question des financements. Les financements, d'une manière ou d'une autre, privés ou publics, ou les deux, probablement les deux, on les trouvera. Le jour où on les aura, il faudra réaliser ces projets, et pour ça, il faudra des compétences. Et je dirais du haut de la pyramide jusqu'au bas de la pyramide sur le terrain, il faut avoir ces compétences. Donc voilà, aujourd'hui, nos grands groupes privés, Eiffage en particulier évidemment, nous avons ces compétences et nous sommes prêts à les mettre à la disposition de d'autres modèles de coopération publique-privée sur les projets à venir. Et là-dessus, que ce soit en termes de projets ou de modèles contractuels, on assiste aujourd'hui à un bouillonnement de modèles. Je dirais les modèles de marché de partenariat et de concession des LGV vont on va peut-être les transposer d'une manière très probablement différente, mais typiquement sur la ligne Bordeaux-Toulouse, on trouvera peut-être un mode d'intervention du privé, on le verra. On a également, on l'a cité, les petites lignes de desserte fine du territoire de la région Grand Est, où là on a des modèles de délégation de services publics qui se mettent en place pour 2 premières lignes, peut-être un modèle de partenariat public-privé qui arrivera sur une autre ligne. J'élargirai peut-être un petit peu le spectre aussi en citant là également peut-être plus pour les transports du quotidien un modèle de marché global de performance, donc conception, réalisation, maintenance qui est actuellement lancé par SNCF Réseau pour un centre de maintenance en région parisienne pour des RER. Et si on veut même élargir un peu plus loin, on voit fleurir aussi quelques modèles là, pour des beaucoup plus petits sujets de gestionnaires d'infrastructures conventionnés qui là aussi sont intéressants et qui peuvent élargir un peu le spectre d'intervention du privé. On a cité peut-être d'autres modèles de CMOP qui existent dans d'autres domaines qui pourraient éventuellement se développer dans le ferroviaire. Donc je dirais que là, on a tout un tas de modèles, un champ des possibles très important qui intervient. Alors évidemment, des acteurs comme Eiffage ou comme nos confrères, c'est des choses qu'on a pu pratiquer sous une forme ou sous une autre. Et on est effectivement extrêmement moteur et motivé à s'intéresser à ces différents sujets, à chercher à les affiner, à préciser un peu la manière dont ça peut fonctionner. Je dirais que dans ce domaine-là, il faut rien s'interdire, il n'y a pas de tabou, il faut être ouvert effectivement à différents modèles, à les adapter par rapport à la typologie des projets, par rapport aux règles qu'on a pu avoir des expériences précédentes. Ceci étant dit, c'est vrai qu'il faut aussi stabiliser aussi un minimum les modèles, parce que je dirais l'innovation contractuelle dans ce domaine-là a quand même un coût. Je veux dire qu'il faut le temps d'appréhender un nouveau modèle, il faut l'ajuster, il faut le pratiquer, et je dirais il ne faudrait pas que chaque nouveau projet fasse l'objet d'un nouveau modèle, parce que je dirais qu'on le constate aujourd'hui dans l'exercice qui est en cours pour les premiers projets de ligne de desserte fine du territoire de la région Grand Est. Là, le sujet est nouveau, le cadre réglementaire, législatif
dispositif est nouveau. Tout le monde apprend, que ce soit le donneur d'ordre, que ce soit les candidats, que ce soit les partenaires comme SNCF Réseau et autres. Et donc voilà, le succès de ce type de modèle, évidemment, permettra à d'autres régions de se lancer dans cette expérience. Donc voilà, il faut aussi prendre le temps de stabiliser des modèles, que chacun puisse effectivement apporter toute son expertise. Et je dirais qu'avec ça, avec 2-3 modèles un peu stabilisés, on sera tous armés collectivement pour s'attaquer à ces grands projets qui nous attendent et qu'il va falloir développer. Merci beaucoup. Valérie Vesque-Janca, vous avez évoqué tout à l'heure la question des gares. Est-ce que vous êtes tous les trois disponibles éventuellement pour intervenir sur ces projets? D'une certaine façon, c'est un peu les foncières pour l'instant qui sont à la manette sur les parties non régulées. Est-ce que vous êtes intéressé par agir? Est-ce que SNCF Réseau, dont la filiale Gares & Connexions, vous n'êtes peut-être pas habilité à parler pour Gares & Connexions, mais en tout cas, sur les parties régulées, vous êtes quand même partie prenante. Est-ce que ça, c'est des hypothèses qui vous intéressent? On a beaucoup parlé de la gare du Nord, mais il y a d'autres sujets. Sandra Lagumina, Valérie Vesque-Janca? Tu vas dire oui et je vais dire oui, non? Absolument. Je dirais oui. On est alignés sur le sujet. Non, mais la question, je pense que vous avez bien posé le sujet, tous les deux. C'est à partir du moment où il y a un besoin, et ce besoin, il est là, nous, on réfléchit toujours à quelle solution on peut apporter. Donc, c'est vrai que les gares, il y a certes les grandes gares, mais il y a aussi peut-être des grappes de petites gares. Et aujourd'hui, on a beaucoup de demandes, notamment des régions autour de ça. C'est-à-dire, donc oui, évidemment, ce sont des choses qu'on regarde et qu'on regarde aussi avec un œil tourné vers l'étranger, parce que pas mal de choses se font à l'étranger. Et c'est bien aussi de voir ce qu'il a été possible de faire là-bas. Vous trois avez évidemment le regard international. Il y a des bons élèves, des pays où ça marche particulièrement bien et dont on pourrait s'inspirer. Pourquoi pas pour Jean Ben Saïd aussi étoffer son benchmark? Est-ce qu'il y a des bons élèves, des bons exemples en matière ferroviaire à l'étranger sur lesquels on pourrait s'appuyer? Pas d'exemple particulier? Je dirais, je le connais sans doute moins bien que Vinci, mais il y a le marché canadien où il y a énormément de coopération publique-privée sur des projets ferroviaires et de taille parfois très importante. Très importante. Alors, il n'y a peut-être pas que des succès, mais en tout cas, c'est un laboratoire, je pense, intéressant à étudier pour voir ce qui pourrait être transposé en France. Ouais. Kian Kelftash, Sandrine Chinzy, a écouté la disponibilité de ces acteurs privés. Vous êtes renforcé. Quel est votre sentiment après, vous les connaissez par cœur, mais là, ils ont bien clarifié leur stratégie. Oui. Alors, tout d'abord, une conviction, c'est que, évidemment, nous, on ne voit pas le développement du ferroviaire sans les partenariats avec nos partenaires industriels. Et donc, ça nous paraît évident. C'est les questions qui se posent et qui ont été posées autour de la table aujourd'hui. C'est plutôt selon quelle modalité, selon quel modèle et comment. La question de fond, de dire est-ce qu'il y a de la place, on est convaincu qu'il y a de la place. Donc ça c'est le premier sujet. Je voulais juste peut-être en réaction par rapport à ce qui a été dit, souligner deux choses. On a beaucoup parlé de partage des risques. Vous avez réévoqué le sujet de la stabilité. Le sujet de la stabilité, c'est fondamental dans l'appréciation des risques. Ce sont des projets en général, ces projets-là, quand on parle des gros projets, sont des projets qui se déroulent sur un nombre d'années considérable. Je n'allais pas dire des dizaines, mais parfois si. Et donc, du coup, la stabilité même du besoin pendant tout ce temps-là se pose. La question de l'évaluation de ces projets se pose. Et donc, du coup, évidemment, quand on a un projet qui se déroule sur 10, 15, 20 ans, l'exposition au risque n'est pas la même. Et donc, je pense que là-dedans, il y a une notion de durée de stabilité qui se pose aussi, attenante à ce qui relève de l'analyse de risque. Et après, comme vous le disiez, il y a peut-être des gens qui sont mieux placés pour couvrir certains risques. Ce n'est pas pour autant que c'est à eux de les assumer. C'est un deuxième sujet, c'est comment on les couvre, et selon quel type de modèle, combien ça coûte au global.
Ça, ce sont vraiment des gros sujets. Je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra faire le REX des anciennes, des LGV telles qu'elles ont été construites dans le modèle PPP, voir comment, par exemple, les risques ont été couverts, combien ça a coûté, et est-ce que ce sont des modèles qui sont reproductibles, est-ce que c'est bien ça qu'on veut. Comme je vous le disais, nous, SNCF Réseau, on est de plus en plus sensible à ce sujet-là. On a cru comprendre. Oui. Juste deux petites remarques, et puis je céderai la parole. La première, sur les ressources, on a beaucoup parlé de financement. Vous avez évoqué le sujet des ressources humaines. Dans le domaine des ressources humaines, dans le ferroviaire, il y a une vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on se partage le gâteau des ressources humaines existantes ou est-ce qu'on va développer la capacité à former, à faire monter en compétences des ressources, parce que là, effectivement, il y a beaucoup de transferts entre l'opérateur historique et puis le privé et vice-versa. Donc, premier sujet. Et le tout dernier sujet, vous demandiez les gares. Juste rappeler que la gare Montpellier-Sud de France, elle a été faite en PPP, donc ça veut dire que ça fonctionne, sauf que c'était en greenfield, à peu près. Quand c'est une gare dans un domaine exploité, c'est ça qui est plus compliqué. C'est quand même nettement plus compliqué. Beaucoup plus compliqué comme défi d'ingénierie. Sandrine Chazy, un mot de conclusion ? Oui, enfin, je ne sais pas si je vais conclure, mais en tout cas, je rejoins tout à fait le dernier point. C'est-à-dire que nous, ce qu'on attend vraiment, c'est pas tant le secteur privé et public sur des domaines qui sont déjà connus des projets nouveaux, parce que ça, tout le monde a montré la capacité, la compétence et les réussites qu'il y a eu, mais c'est vraiment sur l'existant. Je reviens à nouveau sur mes propos. On a cité Grand Est, mais au-delà de Grand Est, il y a aussi 2 autres régions qui sont déjà bien engagées sur le transfert de gestion et d'exploitation. Enfin, en tout cas, sur le transfert de gestion et d'exploitation, il y a Hauts-de-France aussi, qui a lancé un avis de concession en octobre 2020. Et puis la région Occitanie, on n'a pas revu Jean-Yves Chauzy, mais ils sont également, la région s'est déjà engagée aussi, et c'est celle d'ailleurs qui est allée le plus loin, alors pas sur la partie exploitation, mais sur le transfert des gestions. Et je pense que c'est vraiment des domaines sur lesquels il faut qu'on teste et qu'on expérimente collectivement la manière de faire, parce que là, on est évidemment sur du réseau existant, avec des éléments de connaissance moindres que quand on part à zéro sur du neuf, des interfaces avec les gares, avec d'autres opérateurs, avec d'autres raccordements sur les lignes et sur le réseau. Donc voilà, je pense que c'est vraiment dans ces domaines-là. On a parlé beaucoup d'innovation, on a parlé des financements et des ressources humaines, mais vraiment sur les enjeux techniques et partage des risques, c'est là où il faut qu'on regarde comment collectivement on peut avancer dans le domaine à la fois de la modernisation du réseau existant et des transferts de petites lignes de desserte du territoire. C'est vrai que vous avez raison de souligner qu'il y a presque autant de stratégies que de régions aujourd'hui en matière de rapport à l'investissement, au monopole, à l'ouverture au privé, sur l'infrastructure, sur l'exploitation, etc. C'est d'autant plus intéressant aussi à étudier. Ce sera peut-être l'occasion d'un prochain colloque de la GIFI. Pourquoi pas. Merci mesdames, merci messieurs pour cette table ronde paritaire. Merci à Jean-Louis Chauzy. Quelques mots peut-être de conclusion à chaud, de voir ce qu'on a entendu depuis ce matin. J'avais un peu l'impression, et encore une fois c'est à chaud et ça mériterait peut-être d'être réfléchi plus avant, d'une succession de contrastes, voire d'entre-deux. D'un côté, un bouillonnement, vous avez été plusieurs à employer ce terme-là, bouillonnement, effervescence, beaucoup de choses en faveur du ferroviaire, parce que le développement durable, parce que la demande des citoyens, parce que la demande des chargeurs, on n'a pas beaucoup évoqué le fret, mais elle est très forte aussi, donc un grand bouillonnement en faveur du ferroviaire, et puis en contraste, finalement, parfois un peu de temps nécessaire, un peu de timidité, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, avec des demandes de REX, d'analyse, etc. Mais on a l'impression que il y a un petit décalage et qu'il y a cette effervescence, elle mériterait quand même d'être entendu peut-être avec des process peut-être un peu plus rapides. En tout cas, c'est une première chose. Deuxième chose, sur les modèles, là aussi, on a l'impression qu'on est un peu entre deux, entre le fait de vanter ces modèles qui ont été parfaits du point de vue des délais, du respect des coûts, aussi de la performance. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui. Et puis, quelque part, quand on regarde le système dans
dans toutes ses limites et dans tous ses aspects, il y a quand même quelques inconnus. On a beaucoup parlé de SEA, où manifestement il va falloir aller au bout sans doute de l'analyse, voir ce qui n'a pas marché, notamment en amont, au moment où on a envisagé un tel modèle, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le rendre définitivement plus respectueux finalement de l'engagement des collectivités, de l'attente suscitée auprès des Français. Donc là aussi un entre-deux pour je ne sais plus lequel ou laquelle d'entre vous employait l'expression d'avoir un bilan complet de ces apports privés et faire en sorte que ce soit d'une certaine façon un peu dépassionné politiquement, qu'on dépasse les clivages idéologiques pour voir finalement il y a tellement de besoins, vous le rappeliez Jean Bensaïd, que tout le monde est bienvenu à la table. Encore faut-il dépassionner et traiter ça de façon la plus objective possible. En tout cas, c'était l'objectif de cette matinée. J'espère qu'il a été en partie rempli. On ne peut pas tout aborder. Il y aurait encore eu beaucoup de questions, notamment sur le partage des risques et le transfert de risques. Mais bon, il faut bien laisser d'autres sujets. Je regarde le président Loïc Dorbec pour d'éventuels autres colloques de la JIFI. En tout cas, c'était une première, je crois, un premier colloque de la JIFI. Merci à vous tous qui y avez assisté via ces plateformes numériques qui changent aussi les natures de débat public. Peut-être que le prochain sera en présentiel. Espérons-le si le printemps apporte de bonnes nouvelles. En tout cas, merci à vous tous. Bon déjeuner à tous. Bonne journée et à très bientôt.